Le score. Le score. Je devais cru et comprendre que nous aurions un entretien en tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Le concept est, comme chaque soir, le suivant. Un invité dont on essaie de composer la bande originale tout en conversant. Un chit-chat, dirait-on, dans un vocabulaire que l'invité du jour maîtrise à la perfection. Ah oui, alors j'annonce aux oreilles sensibles sur la question de la francophonie que quelques anglicismes pourraient se glisser dans la conversation. Artiste qui slay, dont chacune des apparitions nous fait gag, le whole package est là, charisme, uniqueness, nerve and talent. Des catwalks au show télé de type compétition où son spectaculaire alias a brillé. Bah tiens, spectaculaire, voilà un mot qui lui va bien au teint. In et out of drag, c'est l'artiste musical que je reçois aujourd'hui pour un EP à paraître le 28 février. Bonjour la grande dame. Bonjour, merci pour l'invitation. Bah non mais merci de venir dans ce studio. Thank you, c'est un plaisir. Tu vas le comprendre très rapidement, j'ai une vraie passion et pour la musique et pour l'art du drag. Donc tard. je vais te saouler en fait, je vais vraiment te saouler, sache-le. Je rebondis sur l'actu du week-end. Si tu avais pu participer aux Victoires de la musique, comme lauréat bien sûr, ou aux 50 ans du Saturday Night Live, je sais pas, aux côtés de Cher par exemple pour performer, tu prenais quoi ? Les Victoires de la musique, en ce moment, ouais. C'était un beau spectacle et ça donne envie de faire écouter ce qu'on crée. Ouais. Quand on est musicien comme ça, on a envie que ce soit écouté. Donc, les Victoires de la musique, ce serait le premier step. Compétition donc un peu. Ouais, on connaît. Bah, c'est ça. J'ai envie de faire vivre la musique comme je me suis amusé à faire vivre mon drag. Très bien. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique, alors pas celle que tu fais toi, dans ton quotidien ? Comment est-ce qu'elle t'accompagne ? Elle est partout et depuis toujours. Ouais. C'est-à-dire que je me réveille en musique, première chose que je fais, c'est que je vais dans Spotify, c'est la première application que j'ouvre, je pense, et je vais prendre ma douche en musique et je me couche en musique. Donc c'est omniprésent et c'est vrai, en ce moment, j'écoute beaucoup ma propre musique parce que j'ai envie que cette EP, ce petit album soit beau et bien. Mais la musique est au centre de tout, quoi. Elle te sert à quoi ? C'est-à-dire que j'aime bien poser cette question. Il y a deux équipes. Il y a ceux qui, quand ils vont mal, écoutent des chansons hyper tristes, histoire de vraiment plonger. Non, ou ceux qui écoutent des musiques qui hâtent. Ouais. J'utilise la musique comme cet outil-là, quoi. Et c'est ça qui est magnifique, d'ailleurs. Donc, non, je suis du genre à me mettre à danser si ça va pas trop sur une musique qui me rappelle les bons moments. Très bien. Pour ouvrir cette émission, j'ai choisi La Femme sur la planche. On en parle juste après. Le score sur Radio Nova. Sur la planche, La Femme, un groupe dont j'ai ouï dire qu'il pourrait faire partie des choses qu'écoute la grande dame. Vrai ou faux ? Un faux intox ? Tout cet univers un peu français, La Femme, l'impératrice, Paradis, c'est vrai que c'est au centre de ce que j'écoute. Et ce titre-là de La Femme, en l'occurrence, je me souviens de leur apparition sur le Grand Journal à l'époque, où c'était peut-être les débuts de Quotidien d'ailleurs. Et je me souviens de Denisot, je crois, qui les présente comme ce groupe complètement punk qui révolutionne la musique avec ses paroles entêtantes. Et je me souviens de cette performance des rouleaux. Comment s'appelle le titre déjà ? Sur la planche. Sur la planche. Ouais. Et c'était totalement innovant, quoi. Ouais. C'est drôle et c'est Marlon qui va pas aimer que je parle de son groupe comme ça, mais c'était les débuts pour moi et pour innovant, beaucoup de jeunes. Ça va, c'est pas désagréable. Non, c'était génial. Non, mais dans le sens où il va se sentir vieux. Oui, mais en même temps, alors rappelons que tu es extrêmement jeune, ce qui n'arrange personne dans ce studio, je ne te le cache pas. Je rappelle surtout que La Grande Dame sort un EP, Parfum Orange, ce sera le 28 février. Et cet EP, c'est un projet tout personnel, presque intime. Pour le sortir, est-ce que tu t'es posé la question du nom et de l'alias ? Parce que je veux dire, le sortir sous le nom de La Grande Dame, et aussi l'alias drag. Ça a été un grand débat, et la réponse à ça a été que ce qu'on a réussi à créer avec ce personnage, La Grande Dame, c'est une image quand même très parisienne, très française, assez chic, et en fait, c'est des adjectifs que j'ai envie d'emporter avec moi aussi dans la musique. Ouais. C'est un peu l'ADN de qui je suis. Je suis pas du tout parisien à la base, je suis niçois, mais voilà, j'évolue quand même pas mal avec la mode, et je sais pas, c'est un monde que j'affectionne beaucoup, et je crois que ma musique référence beaucoup ça aussi. Enfin bref, je me suis dit, on change pas une équipe qui fait match nul, quoi.
Et bien cette musique justement, écoutons-la, extrait de Parfum Orange. J'ai oublié le son de ta voix et ton parfum orange. C'est comme s'il n'existait pas. Je vois difficilement ces traits Basquiat. Alors j'invente pour me souvenir de ce que t'es pas. Parfum Orange, c'est un titre assez mélancolique. Est-ce que l'idée, c'était d'explorer une forme de romantisme avec ce qu'il comporte de désillusion ? Totalement. Et on a choisi avec Axel, qui est le garçon avec qui je compose, de justement, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tout l'EP, de venir créer des contrastes, en allant chercher dans les sonorités quelque chose d'assez effectivement romantique, assez bucolique, pour un petit peu soit faire oublier par moments, soit justement mettre en avant le texte qui peut être un peu plus lourd. Et c'était une manière aussi pour nous et pour moi de parler de tout ça avec plus de légèreté et de rendre la chose presque agréable. Et peut-être aussi plus de vulnérabilité que ton célèbre alias. Oui, c'est ça. Mon personnage Drag, c'est l'anti-vulnérabilité. C'est ça que j'ai construit. Héroïne. Ouais. C'est ça, c'est la top modèle russe blasée des années 90. Donc là, voilà, je parle dans cette EP d'addiction, de relations personnelles, de trahison. Enfin voilà, c'est des choses quand même assez hardcore et que j'ai puisé dans mon quotidien et dans ma vie. Donc ça aurait été bizarre de venir enjoliver ça avec le drag. Et le drag, ça reste l'art d'enjoliver le quotidien, quoi. Alors justement, montrer sa vulnérabilité, est-ce qu'il y a une forme d'angoisse au moment de se lancer ? Est-ce que tu as eu la trouille, en fait ? C'est pas si simple de mettre un genou à terre, je trouve. Ouais, je crois que c'est plus... je voyais pas autrement. Ouais. Je crois que c'était l'étape suivante pour moi. J'ai fait un peu tout ce que j'avais à faire avec le drag, et là, ça allait vraiment pas. Donc j'ai écrit tout ça, et c'était thérapeutique. J'ai écrit un peu ces chansons de manière assez égoïste. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir l'opportunité de le partager ça avec tout le monde. Mais à la base, c'était plus une solution du quotidien pour aller mieux, quoi. Donc ouais, ça s'est fait assez organiquement. On continue d'explorer cette EP et cette nouvelle facette, j'ai envie de dire, de la grande dame. On écoutera Daft Punk dans un instant, et ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Daft Punk sur Nova, Face to Face, un titre que je soumets immédiatement à la grande dame. Ouais. C'est la règle, hein. Je suis obligée de te faire tout valider ou avec pas. Plaisir. Non, Daft Punk, en fait, c'est ma mère qui découvre les Daft Punk au tout début. Elle a une cassette qu'elle met dans le lecteur de cassette de la voiture, quoi. Ouais. Et à l'époque, c'est la révolution. Donc j'ai grandi avec les Daft Punk, moi. Et je me souviens qu'on avait un Fiat Ulysse, donc un espèce de gros monospace, et avec 7 places. Et moi, j'adorais aller à la place du fond. Et il y avait un porte-gobelet à ma gauche. Et on a fait des Nice-Brest, parce que ma grand-mère habitait à Brest. Donc ma mère conduisait sur des milliers de kilomètres. Et il y avait les Daft Punk à fond. Et je m'amusais à sortir le repose-verre en rythme sur la musique. Très Sûrement bien. sur celle-ci, d'ailleurs. Donc ça t'a servi de métronome en quelque sorte. Clairement. Ouais. On parle de ton EP qui arrive donc le 28 février. Je suis retombée sur une citation, parce qu'on a reçu Pablo Larraín il y a peu de temps, le réalisateur du biopic sur Maria Callas avec Angelina Jolie. Et dans ce film, il fait dire à Maria Callas « La musique naît de la misère, de la souffrance. Le bonheur n'a jamais produit une belle mélodie. » Oh. Je me suis demandé si ça s'appliquait pas trop mal à ce que t'écris dans Ouais. l'EP. Je crois que ça a été vraiment une façon, en tout cas, de sublimer tout ça et de donner du sens. Vraiment, c'était... J'ai écrit face à des adversités, quoi, et l'effet de les mettre en musique, c'était aussi leur donner du sens, faire en sorte que d'avoir vécu tout ça serve à quelque chose. Et j'ai le sentiment d'avoir sublimé toute cette merde. Parce que t'écris depuis que t'es tout petit, me semble-t-il. Mais alors, à quel moment t'as décidé que le support idéal pour partager tout ça serait la musique ? Enfin, la chanson, en tout cas. Je me suis toujours amusé avec les mots. Ouais. Donc, c'est soit la poésie, soit la musique. À côté de ça, je compose.
Donc c'était un peu l'évidence et aussi envie de donner vie à mes compositions et au son, quoi. Mais parce que tu t'es autorisé la musique assez tard, si j'ai bien compris. Mon frère est musicien et un très très bon musicien. Donc ça t'a inhibé ? Oui, un petit peu. On avait tous nos petites compétences. Moi, j'étais plutôt l'artiste peintre, je sculptais, voilà, graphiste. Et mon frère, on lui donnait un instrument et au bout d'une semaine, il savait à peu près en jouer, quoi. Donc, c'était un peu ses plates-bandes, c'est vrai. Et je me suis autorisé vraiment à composer il y a 4-5 ans. Ouais. C'est là la jeunesse de l'EP ? Ouais, totalement. Est-ce que tu penses à moi, toujours, qui sont les titres que j'ai poursuivis ensuite avec Magenta Club. Ouais. C'est les premières démos, quoi. Après, Magenta les a sublimées, mais les premières top lines sont là-bas, quoi. T'as réussi à rapidement dégager une ligne directrice, à assembler les titres, ou est-ce qu'ils se sont faits, tu vois, un par un, et c'est au final que tu te rends compte qu'il y a un lien entre tous ? Non, là, cette EP, c'est le regroupement de tous les titres qui traitaient à peu près du même sujet, qui est cette relation amoureuse qui a été très compliquée. Et j'avais besoin un peu d'exorciser ça, donc je me suis dit on va les regrouper, on va les sortir, et comme ça, ce sera terminé. Mais il y a une trentaine de titres sous l'épaule. Ah, déjà ? Sous le bras. Oui. Ah oui, ok. Quelques années. Tu produis seul cette EP ? Est-ce que tu es contrôle fric ? Ou est-ce que la mise en danger n'était pas suffisante ? Il fallait en plus se coller une pression supplémentaire ? Il y a le côté contrôle fric et qui se traduit plutôt par cette volonté qu'on me dise pas quoi faire. Voilà, je viens du milieu drague, j'ai été médiatisé pas mal en étant drague. Et la dernière chose que j'avais envie qu'on me dise, c'est qu'il fallait que je sois en drague dans mon clip pour que la musique se vende. Ça aurait été vraiment mon cauchemar. Donc j'ai décidé de partir en tournée aux États-Unis, de tout économiser et de produire cet album tout seul. Parce que j'avais envie d'imposer ma DA et le clip, je l'avais dans la rétine. Donc ça a été juste un plaisir de pouvoir réaliser ça. Ton entrée dans la musique, si je ne m'abuse, ça a été le saxo. Mm-hmm. Pourtant, tu n'es pas un enfant des années 80. Non. Et pourtant, on sent ton amour pour ces sonorités-là, y compris sur les titres de l'EP. Depuis que je suis gamin, le saxo comme le violon, c'est les deux instruments qui me font pleurer. Et j'étais avec une copine sur son canapé, Jade, et on écoutait, elle me faisait un peu découvrir Ibrahim Malouf il y a des années maintenant. Et je me rappelle lui dire « Ah, j'aurais adoré savoir jouer du saxophone ». Et je me suis entendu parler comme une personne de 70 ans pleine de regrets, alors que j'en avais 18. Et du coup, j'ai acheté un saxophone dans la foulée. Alors, de cette EP, tu as aussi dévoilé ce titre. Bouche à bouche. J'aime ton dos, tes yeux tombant, ta bouche boudeuse, ton nez. Jette mes mains le long de ton corps bronzé, les joues un peu rosées. J'aime quand on danse comme ça, ma vie à tes côtés. Ton air chaud dans ma trachée, je respire dans tes baisers. J'aime. Seul producteur, mais bien entouré, t'as cité Magenta Club il y a un instant. Bagarre sur le titre Bouche à bouche. Est-ce qu'il y a d'autres collaborateurs, collaboratrices sur cette EP ? Je me suis bien fait plaisir. Ouais. C'est vraiment les groupes que j'écoute. Je me suis surpris, mon rap de Spotify de l'année dernière, c'est Magenta Club. Donc, mon artiste favori. Donc non, j'avais juste trop envie de bosser avec les gens que j'aime. C'est les seuls collabs qu'on a sur cette EP. J'ai quand même beaucoup travaillé avec Axel S, qui est mon acolyte. On a quelques titres dans la boîte qu'on va sortir bientôt aussi. Mais globalement, c'est à peu près tout. Et une large palette... Oh, je viens de taper dans le micro. Large palette dans les sonorités, pour le coup. Oui. On reste soit dans cet univers très, très bucolique, français... comment je pourrais décrire ça ? Mais très léger, très aérien. Ouais. Soit on part un peu techno, un peu plus électro, et on va sur des synthés un peu plus hardcore, et je me suis fait plaisir. C'est la musique que j'aime écouter, quoi. Nouveau changement de registre, on écoute Amadou et Mariam avec Manu Chao, Sénégal Fast Food. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Amadou et Mariam, Sénégal Fast Food, un titre que la grande dame n'a pas lip-synqué, mais chanté pour de vrai. Par-dessus le titre, je balance ce qui se passe en fait. Donc ça veut dire que c'est vraiment dans ta playlist. Ouais. Pareil, un des albums qui était dans la voiture, qui était dans le salon, et qu'on écoutait religieusement, quoi. Moi, le premier, je crois que je demandais à ce qu'on mette Amadou et Mariam. Ouais, et ça te parle encore aujourd'hui ? Toujours, je les écoute, je les écoutais ce matin dans la salle de bain, quoi.
Puisqu'on parle de musique, je me suis demandé, ta voix très très grave, on l'entend, qu'elle soit parlée ou chantée, voix de camionneur, tu dis. Oui. Je ne suis pas complètement d'accord. Comment est-ce que tu l'as apprivoisée pour faire de la musique, justement ? Ça a été un plaisir de la découvrir, en fait, parce que pareil, je savais que je pouvais chanter, mais j'y voyais pas... j'avais jamais entendu ma voix enregistrée, par exemple. Donc c'est en passant à la télé, la première fois que j'ai entendu ma voix, peut-être. Et puis, très souvent, on me disait que j'avais justement une voix pour la radio ou des trucs comme ça. Ouais, oui. Et puis, je me suis mis à chantonner avec mon ami Philippe, qui m'a vraiment un petit peu donné confiance et avec qui j'ai écrit Accord, avec qui j'ai écrit tous les titres qui préludent un petit peu Drag Race. Et voilà, j'ai pris confiance au fur et à mesure et j'ai découvert cette voix qui pouvait être très utile, quoi, et intéressante, pleine de texture. La voix et l'esthétique aussi a une certaine importance. Tu as clippé le titre Parfum Orange, un clip dans lequel tu batifoles avec Coco Barneau, qui est mannequin britannique. C'est un clip d'un photographe qui s'appelle Christophe Baraja, c'est ça ? Ça veut dire que tu envisages tout ça comme un projet global, esthétique comprise ? Ouais, c'est ce que le drag m'a peut-être appris, c'est que le pouvoir du visuel est énorme. J'ai toujours été plutôt visuel dans mes expressions artistiques. Et là, c'est un plaisir d'amener cette nouvelle DA qui est plus vulnérable, qui est plus authentique. On est allé shooter ça sur des plages très sentimentales et très intimes. Le clip est très, très beau. C'est très gentil. On a fait ça avec le cœur. Chris, c'est un ami de lycée, quoi. Je le connais depuis qu'on a 17 ans. On est allé que sur des plages où j'avais été amené par des petits copains ou avec qui j'étais en famille. Enfin, c'est très intime comme expression. Est-ce que la scène, tu l'envisages déjà avec ce projet ? La scène, tu connais ça par cœur, mais tu connais ça dans un format qui est très particulier, qui est celui du drag. Donc qui est du divertissement pur. Voilà, tu la connais en solo comme en groupe. Mais là, du coup, sur un projet comme ça, il y a une appréhension ou... Non, que de la... Ou une avidité. J'ai que hâte. Non, j'ai trop hâte. Et c'est un nouvel exercice, mais que j'aborde sans le trac des débuts, sans les hésitations. Donc c'est que du kiff, quoi. Et là, je travaille du coup sur la release party parce que ça arrive bientôt. Je parle un peu avec des tourneurs parce que j'ai envie dès cet été pouvoir partir et donner vie un petit peu à ce projet qui a été un peu animé dans une cave pour l'instant et qui a servi de journal intime. Je t'ai déjà entendu dire, le drag, c'est faire du bien aux gens. Bon, sauf si t'es Bianca Del Rio, évidemment. Est-ce que la musique a la même fonction ? Ouais, je crois. Dans la manière dont on envisage le public. Après, il y a cette dimension-là où, justement, on va des fois un peu se morfondre dans la musique. Donc, c'est peut-être pas faire du bien le goal ultime. Je crois que c'est réunir les gens. Je crois que c'est ça la beauté de l'art. C'est de réunir les gens dans des temps comme ça qui sont hyper marqués par la division. Et voilà, si on arrive à faire se réunir 300, 1000 personnes, 4000 personnes dans une salle et que tout le monde s'entende bien, c'est déjà une victoire, quoi. Et qu'est-ce qui te fait du bien à toi ? Enfin, qui soit audible à 19h. Le but, ça a été vraiment de faire sortir tous ces sentiments-là de mon corps, de leur donner une réalité pour me prouver que je n'étais pas totalement fou. Et aujourd'hui, ce qui me fait du bien, c'est de savoir que ça fait du bien à d'autres personnes. Yes. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ton parcours. Tu as fait un cursus en design, peinture, sculpture. Tu es arrivé au drag via le make-up, si j'ai bien compris. Ouais. Il y avait un besoin de création pour le môme que tu étais ? Et quel que soit le support de création ? Ouais, toujours. J'ai toujours été le petit qui gribouille au fond de la salle, quoi. Ouais. Et le drag, oui, c'est par le make-up parce que j'avais le sentiment de peindre sur mon visage et je donnais un peu vie à tous ces tableaux. Je fais beaucoup de portraits féminins. Donc c'était juste rigolo de voir que je pouvais le faire sur ma tête. Et là, ouais, encore une fois, c'est salvateur. Je me découvre, je m'amuse et je suis heureux, quoi. Et la grande dame, alors c'est un hommage à toutes les femmes que tu aimes, mais j'ai lu qu'il y avait 2 références majeures, qui étaient Monica Bellucci d'un côté et John Rivers de l'autre. Ouais. Qui est pour le coup assez opposé sur le spectre. Pour rappeler, John Rivers, c'est une femme humoriste qui a fait énormément de télé aux États-Unis et qui était d'une méchanceté hilarante. Qui est, voilà. Une des meilleures, franchement. Et oui, c'est un petit peu les 2 antipodes. Monica Bellucci, effectivement, pour cette esthétique qui se veut être au centre de mes passions et l'humour qui a été peut-être un autre masque.
Le drag était un masque, mais l'humour, pour moi, ça a été aussi beaucoup une manière de faire un peu... comment dit-on Tenir à distance ? Oui, voilà, Ouais. de mettre une petite distance et de tout tourner à la dérision. Et là, avec la musique, c'est tout l'inverse que j'essaie de faire, quoi. C'est vraiment c'est une mise à nu totale. Donc, ce serait bête de faire diversion avec des blagues nulles. Non, je rigole, je vais en faire deux. Non, mais c'est rigolo parce que ces deux pôles-là me donnent l'impression que drôle et belle, ça veut dire sexy. Peut-être, ouais. En tout cas, ça marche. C'est un combo qui fonctionne. Et je parlais de contraste juste avant. Je crois que ce qui a fonctionné dans mon personnage drag, c'était justement ces contrastes-là où je jouais l'hyper-féminité, mais qu'à côté, je faisais des blagues de tonton bourré, quoi. Non, hilarante. Hilarante. Bon, plus drôle que le tonton bourré, si je peux me permettre. Avec ce qu'on a. Bon. On poursuit en musique. 4e titre choisi pour toi, Vendredi sur mer, avec Annie El Khatib. On écoute Hard. Nice. Le score sur Radio Nova. Est-ce que Vendredi sur mer plaît à la grande dame ? Ouais, pareil, je l'écoute. Comme si t'étais pas là, c'est très étrange. À la 3e personne. Je l'écoute grave. Ouais, pareil, elle me fait du bien et c'est intéressant parce qu'elle a justement cette mélancolie qu'elle exploite pas mal et qu'elle rend douce et aérienne aussi. Donc c'est peut-être comme ça que je me reconnais en elle. Moi, j'aime bien l'idée qu'on peut danser sur sa mélancolie. Ouais. C'est un truc auquel tu penses, toi, quand tu composes ? Ouais, c'est plutôt la surprise, c'est le cadeau de la fin, quoi. C'est, on le sort tout, on vomit tout, et en plus, waouh, une fois que c'est masterisé, on a envie de poser un petit pied par terre. C'est chouette. On faisait un petit retour sur ton parcours, mais comme je me disperse, évidemment, je perds le fil, donc reprenons-le. On connaît l'importance de la représentation quand on est môme et quand on grandit. Quels ont été les modèles, toi, qui t'ont donné envie de faire l'art que tu pratiques ? Si je dois être totalement honnête, alors des chanteurs, oui, il y en avait, des chanteurs queer déjà un peu moins, des drag queens à la télé, nous on n'en avait pas trop. Oui. Les exemples de queerness qu'on avait, c'était Magnum qui se faisait moquer, c'était les garçons homo qui étaient dans Secret Story qui pareil servaient un petit peu de bouc émissaire, donc c'était pas glorieux, c'est pour ça que c'est un honneur et un plaisir de voir des shows comme Drag Race France. Je trouve que c'est une émission qui le fait très bien quand même, de représenter tout le monde et au mieux. Notre première saison, on a un peu parlé de tout, quoi. En une seule saison, on a réussi à parler de transidentité, de racisme, d'inclusion, de séropositivité. C'était vraiment un beau bouquet, quoi. Et je crois que Drag Race France a l'honneur d'avoir été la première émission à faire tout ça d'un coup. Ouais. Et alors dans ce genre d'émission, vous êtes filmé quoi, 12 heures par jour, 10 heures par jour ? Oui, c'est assez intense. Hein. Donc tu vois, tu parlais de se montrer vulnérable par l'art. Là, il y a forcément des moments où tu es obligé de le montrer. Ouais, alors après, moi, j'ai toujours été celle qui s'en sort pour montrer ce que j'avais envie de montrer. Oui, bien quoi. sûr. La fatigue peut être effectivement un petit peu problématique, et voilà, mais je sais pas, j'ai toujours eu l'impression de montrer qui j'étais et de pas trop en montrer. Et c'est c'est peut-être ça qui manquait. J'étais connu comme ce personnage qui est un peu froid, et là avec la musique, j'ouvre les rideaux, quoi. Ton saut dans le grand bain, si je peux dire, c'est par la mode. 2020, le dernier défilé couture des 50 ans de Jean-Paul Gaultier. Ouais. T'es la seule drague à défiler. Comment est-ce qu'on réagit à ce genre de sollicitation quand on a 19 ans, je crois, c'est ça ? Ouais. C'était un plaisir, c'était un peu un des plus beaux jours de ma vie, c'est vrai. Il y avait Christina Cordula qui hurlait dans les backstage, Amanda Lear qui refusait de porter son renard parce que elle trouvait que ça lui allait pas, du coup elle a refilé à son danseur. C'était un peu what the fuck, et je sais pas, ça m'a donné aussi l'espoir que j'avais ma place dans ces milieux-là, et que j'étais là pour les bonnes raisons. J'ai jamais trop eu ce syndrome de l'imposteur, juste été reconnaissant, quoi, de ce qui m'arrivait, et je continue d'aborder la vie comme ça, et surtout dans une carrière artistique comme ça. Je pense qu'il faut savoir qu'on a le droit d'être là, quoi. Au moment où tu te lances dans l'aventure Drag Race France, ça fait qu'1 an que tu pratiques le drag, en tout cas. Ça faisait un peu plus, parce que je pense qu'on a été appelé sur Drag Race France en 2021, 2022.
Et moi, je commence un petit peu le drag avec ma pote Jade, justement, la saxophoniste. Enfin, elle fait plutôt la trompette. Mais à Nice, donc déjà, on commence un peu à faire des photos. Voilà, j'ai 2-3 ans de vagabondage parisien, où je travaille un peu dans des bars, en garçon d'ailleurs, la plupart du temps. Et des fois, j'ai quelques bookings en drag, quoi. Mais très vite, oui, c'est la mode. C'est Jean-Paul Gaultier, à vrai dire, qui va un peu me légitimer dans tout ça. Et je vais faire de plus en plus de défilés. Et là, encore, voilà, avec Jacques Mus il y a quelques temps. Enfin, c'est des cadeaux, J'aime bien, quoi. de manière très anecdotique. Oui, j'ai fait la campagne Jacques Mus. Bon, bah voilà, Mais comme c'est des nous cadeaux toutes. de la vie, non. quoi. Je sais pas si Non. ça va chercher ce genre d'opportunité. C'est un peu eux qui viennent vous trouver. Mais l'extrême popularité du show, de la première édition du Drag Race France, tu l'avais senti d'emblée? Est-ce qu'il y a eu un truc au moment où vous avez fait l'émission, où vous vous êtes dit ça va marcher, en fait? Je suis de nature assez prudente, moi. Alors, je savais que c'était un bon Drag Race. Après, je pouvais pas prédire que le public français allait être aussi réceptif. Et ça a été la très belle surprise, quoi. Et quelle fierté d'avoir fait cette première émission. C'est vrai que c'est chouette d'avoir été les pionniers. Et ce qui est rigolo, je me suis rendu compte de ça, ton talent show, l'épisode où tu dois présenter ton talent, tu fais de la musique. Ouais, j'aime bien les prophéties réalisatrices un peu. Bah ouais. Et j'avais envie de montrer. Je savais que moi la musique c'était la suite. Donc j'avais bien envie de faire des petits hints. Et alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que tu as déclenché une vague de ferveur patriotique autour de ta participation à UK versus The World. C'est-à-dire, c'est un concours du RuPaulverse, dans lequel des dragues internationales viennent se confronter à des queens britanniques. Comment est-ce que tu as vécu ce statut de diamant national? C'était un plaisir. C'est le truc de France, ouais, c'est nous. Mais justement, c'est un sentiment qui peut faire peur parfois à nous, minorités, où on a l'impression de se sentir un peu left out quand il est question de patriotisme. Et là, du coup, c'était un honneur et un vrai plaisir d'être au centre de ça et d'être au centre de ça pour des personnes qui se sentent un petit peu exclues et d'avoir tous les queers et tous les pas queers de France derrière moi. C'était un très beau moment, ouais. À suivre, Salt and Pepper avec En Vogue pour What a Man, ce sera juste après la pub. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Salt and Pepper, En Vogue, What a Man. J'allais demander à la grande dame si ça faisait partie de son répertoire, mais je viens. What did you just call me? C'est-à-dire que c'est surtout, tu n'étais pas né quand ce titre est sorti. Donc vraiment, littéralement, c'est ce qu'on appelle un échec. C'est vrai? Quelle année? C'est 93. Ah merde, non. Ouais. Voilà. J'ai skippé. Donc, mais je le connais, j'ai dansé dessus. Tu as dansé dessus? Ouais. Il passe quand même. Hein. Ouais. Un petit titre. C'est quand même à la fin de la boîte. Hein. C'est quand on a envie de vous virer aujourd'hui, mais bon. Faut faire de la peine. Non, oh là là, c'est pas vrai, pas du tout. Le sens de l'accueil. La danse, ça fait partie des cordes à ton arc? Gentiment, hein. Ouais. Faut pas pousser mémé, hein. Non. Justement, là, j'ai envie de faire les choses un petit peu bien et donner vie aussi à la musique avec la danse, là. Donc, je travaille un petit peu là-dessus. Prends les cours? Mais, plus chorégraphier mes sons pour, sur scène, pouvoir s'éclater dessus, quoi. Après, voilà, j'ai pas la prétention d'être Kamel Wally, quoi. Mais ça fait partie des épreuves auxquelles tu as été obligé de te soumettre. Je m'en sors, hein, à chaque fois. Ouais, bien sûr. J'ai le rythme. Ce qui aide. J'ai l'oreille musicale, sûrement. Oui, mais c'est surtout qu'on en parlait sur l'édition française, ça a été le cas aussi sur UK versus The World. Tous tes talent shows se sont faits par la musique. C'est aussi par la musique que tu as brillé dans la version... Ouais. Je fais des grimaces et tout, et ça passe. Oui, mais c'est surtout qu'on se rend compte que c'est Je vais enfoncer une porte qui est déjà largement ouverte, mais c'est quand même un vecteur de communication quand on ne parle pas la même langue, qui est d'une efficacité redoutable. Et c'est là-dessus que tu as misé. Ouais, totalement. C'était vraiment... Je sais pas, une façon de, quoi qu'il se passe, soit faire rire, soit divertir, soit toucher. Donc, non, c'est vrai, c'est la magie du son. Le choix de la langue pour ce que tu chantes, il s'est fait comment? Alors, l'ambition était de faire pas mal d'anglais, parce que j'ai un peu de public au Royaume-Uni et tout, bien sûr. du coup. Mais vu que l'exercice était quand même de parler de moi et de convoquer des sujets un peu lourds, au final, le français a été plus facile, quoi. Donc, il y a 80% de français, 20% d'anglais. Est-ce que tu l'as déjà fait écouter tes titres à quelques-uns de tes camarades outre-Manche? Ouais. Je vois un garçon qui est australien, donc il me donne ses petits retours. Ouais. Ils sont bons, j'espère. Oui, très bons.
Très très bon. Yes, very good. Very good gorgeous. avec cet accent-là. Yes. Puisqu'on en est à parler de différences, alors pas de différences, de points de convergence et de différences culturelles. Moi, il y a 2 trucs dont j'aimerais te parler, auxquels tu as été aussi confronté, qui sont des épreuves qu'on appelle le lip sync et le roast, qui sont des trucs qui sont vraiment un peu contre-intuitifs dans la culture française, parce qu'au lip sync, on préfère le live. Oui. Tant mieux pour toi. Et le roast, c'est un exercice auquel on se livre pas. Alors, je ne veux pas dire par bienveillance, parce que on ne va pas se mentir, c'est pas complètement le cas non plus. Comment est-ce que tu t'es accommodé de tout ça, toi ? Ben, c'est vrai que j'étais le premier, du coup, de tous les Français à m'essayer à l'exercice du roast pendant UK versus The World. Et j'avais cette préconception que, en tant que Français, on sait pas trop envoyer des vannes aussi hardcore à la tête des gens en leur présence. Et en fait, je pense que c'était une bad belief, c'était une mauvaise croyance parce qu'ils l'ont fait dans la dernière saison de Drag Race et ça s'est très bien passé. Donc non, on peut être des bâtards. J'ai pas trop peur. J'aurais pas dû avoir peur en tout cas parce que je crois que je m'en suis pas très bien sorti dans mon roast. Alors, c'est drôle parce que là on parle de UK versus The World et c'est là que les anglicismes reviennent dans ton... C'est mon côté Affida Turner. Désolé. Il y a à la fois et bâtard et en même temps des mots très anglais. Affida Turner. Ouais. Oui. Non, ça se discute. T'as participé, tu le disais tout à l'heure, à la campagne Jacques Mus. T'as défilé il y a encore très peu de temps pour Kevin Germanier. C'était la clôture de son défilé il y a 2 semaines. Oui, il a clôturé. C'était son premier défilé en couture qui était un gros événement et du coup c'était un honneur de fermer ça, quoi. C'était le dernier défilé de la semaine de la couture. Alors, cette fois avec l'apparence de ton alias. Yes. Est-ce que tu as 2 cerveaux qui te permettent de scinder les 2 activités La grande madame. Les grandes dames. Ouais, c'est vrai que je dissocie un petit peu les deux là en ce moment. C'est des opportunités. Voilà, Kevin Germanier, c'est mon ami. Je défile pour lui depuis, je sais pas, 5-6 ans maintenant. Donc c'est par fidélité, par consistency que j'ai envie d'être là. C'est 2 projets différents. Je vois le drag comme vraiment du divertissement, parfois du mannequinat, parce que je trouve que c'était un événement aussi que, en tant que personne visiblement queer, je clôture la couture. Ça n'a pas été trop fait, à part avec Jean-Paul Gaultier, justement. Donc, quand il y a une réelle fonction au drag, j'ai vraiment pas de scrupule à le faire. En l'occurrence, pour ma musique, le drag ne dessert pas vraiment les textes, quoi. Donc, c'est vrai que c'est 2 exercices différents. Dans un instant, je vais te soumettre à un exercice que redoutent les invités. Je t'en dis pas trop pour l'instant, je suis sûre que... Voilà, pas loin. On écoute juste avant Caroline Polachek, So Hot You're Hurting My Feelings. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Caroline Polachek sur Nova fait-elle partie des artistes que la grande dame écoute ou pas ? Pas encore trop, non, j'avoue. Mauvais élève. Bon, non, mais c'est pas une obligation. C'est une suggestion. Je propose, tu disposes. J'écouterai. Ok. Promis. Ça va être une maîtresse. Avant de se quitter et avant de découvrir la playlist que tu as établie il y a quelques instants, découvrir les titres que tu as choisis, il y a un autre rituel ici, un peu plus douloureux que les autres. Une rafale de questions sur la musique. La règle est la suivante. Pas de réflexion pour toi. Faut qu'idéalement tu répondes du tac au tac. Et moi, j'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. Ni de les juger. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je vais juger. Est-ce que tu es prêt ? Let's go. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, en tout cas la tienne. Madonna Music. Très bien. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. Et Lord Tennis Court, le remix de Flume. Ton hit de karaoké. Pas de karaoké pour moi. Alors ton hit de douche. Ah, j'adore les douches. Mon hit de douche. Qu'est-ce que j'écoute sous la douche? Oh là là. Que tu chantes sous la douche. Bah mes sons en ce moment, désolé. Ouais, sois pas désolé. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Bande organisée de Jul. Oui, je te confirme, regarde, ça c'est ma tête de surprise. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Piste de danse. Bah ça va être un truc un peu pété, genre Dua Lipa, Lady Gaga. C'est pas pété, Dua Lipa, Lady Gaga. Quand c'est Born This Way, ça commence à faire là. Ouais. Bon, ok, pas quelques années. Et le titre qui te fait immédiatement sortir de la même piste de danse. Bah tout ce qui est Ed Sheeran, Despacito. C'est marrant que tu les mettes dans la même catégorie. Ouais, bah c'est la même course que je fais vers le bar quand il passe. Ta chanson de comédie musicale préférée?
Mamma Mia, d'Abba. Enfin, Ouais. j'ai adoré Mamma Mia, la comédie musicale, donc tout ce qu'ils ont fait. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Tame Impala, pas mal. Ça doit être Eventually. Ok. Et la question infernale, dans la catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête, le célèbre Earworm. En ce moment, c'est Abracadabra de Lady Gaga. Voilà. Ouais, c'est Archuma. Mais enfin. Non, mais c'est parce que... Madame Gaga nous écoute tous les jours. Oui. Elle ne va pas être contente. Non, mais on la kiffe, hein. Mais ça m'embête d'être aussi victime de la pop, quoi. You're Vraiment, picky. je la chante partout, tout le You're temps. picky. Ouais. Je rappelle en tout cas que Parfum Orange, ton premier EP, paraîtra le 28 février. J'ai trop hâte. Bah oui, je vois J'ai trop une eu. forme de... T'es sur vibreur d'un seul coup de Bah oui, comment on puis- en parle. À vrai dire, on a sorti déjà pas mal la majorité des titres, et là, il en reste que 3 qui sont on ne peut plus intimes et qui représentent très très bien le projet, donc j'ai vraiment hâte. Ah ben, on a hâte de les entendre. Thank you. Merci beaucoup, la grande dame, d'être Merci à passée vous, par vraiment, ce c'est un plaisir. studio. On va découvrir ta playlist. Je vais Mhm. te demander de justifier le premier des titres que tu as choisi. Tu parlais Mhm. de Tame Impala il y a un instant. Tu as choisi Never Ender avec Justice. Ouais, parce que pareil, très entêtant, ça reste en tête, et les sonorités et le mix mastering, c'est ce vers quoi on a essayé de tendre avec Axel, donc inspi. Allez, Ouais. c'est parti. Merci encore, la grande Merci dame. beaucoup. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.